Peter, merci beaucoup d'être à nouveau avec nous dans le podcast Dirigé par la culture. Bonjour Christine, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi. Dans ce deuxième épisode consacré aux principes sources, nous allons parler de transmission, c'est-à-dire comment transmettre une entreprise, un projet ou une initiative sans en perdre l'élan profond, ce qui la fait naître et vivre. Alors quand une entreprise ou un projet se transmet, qu'est-ce qui se transmet vraiment selon les principes sources ? D'abord, il faut savoir que chaque entreprise, chaque projet a une personne qui est la personne source. Et en fait, la transmission est toujours, si on peut parler de transmission, c'est d'une personne à une autre personne. Ça veut dire c'est toujours une main chaude à une main chaude entre les vivants. Et ce qui est transmis, c'est deux choses. Ce sont les valeurs de l'entreprise qui étaient mises en place par le fondateur, par la personne source, au moment du début de la fondation de l'entreprise, pour toute la vie de l'entreprise. Ils sont en fait presque une condition que l'ancien est prêt à faire la transmission. Ils doivent sentir que la nouvelle personne comprenne et va partager ses valeurs, en fait. Sans ça, la transmission ne peut pas être faite. Alors, les valeurs sont les premières choses qui sont transmises. La deuxième chose, c'est la vision. Avec la vision, c'est différent parce que la vision, c'est une chose qui est dans la dynamique. Ça veut dire ça change toujours avec le temps et ça va être transmis comme elle est au moment de transmission, mais la nouvelle personne peut continuer à changer et développer même immédiatement. Et pour l'ancien, cet développement, ce changement de vision, après la transmission, c'est aucun problème. Il va le voir en dehors et trouver ça très, très bien. Alors dans les transmissions d'entreprise, on parle beaucoup de droit, de fiscalité, de gouvernance, de valorisation. Ce sont évidemment des dimensions essentielles. Mais selon toi, qu'est-ce qui reste souvent invisible ou insuffisamment pris en compte dans ces processus de transmission ? J'aime bien cette question parce que sans la transmission de la source, c'est pas transmis vraiment. On transmet les actions, on transmet l'argent, mais en fait, l'ancienne personne source, sans une transmission de la façon dont on a parlé maintenant avec les valeurs et la vision, je ne l'appelle pas une transmission, pas une succession. La personne source est au dehors de l'organisation formelle, mais reste la source en fait. Reste la personne source, reçoit encore des informations pour l'entreprise après que les autres choses, les actions, l'argent est transmis. Et ça donne assez de problèmes pour le nouvel CEO parce il ou elle ne reçoit pas les informations, la vision, mais doit se montrer et prétendre qu'elle sait, en fait. Et là, on voit le passage d'un CEO après le prochain, toujours avec, à mon avis, avec le même problème, en fait. Alors tu dis que sans transmission de la source, il n'y a pas véritablement transmission. Pourtant, ces principes restent encore peu connus dans le monde de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui permettrait, selon toi, de mieux les reconnaître et de mieux les intégrer dans les situations de succession ? Je viens à la culture. Parce que, tu sais, Christina, dans le monde de science, dans le monde littéraire,
il y a une condition qu'on fait un respect pour les sources. On doit reconnaître ces sources, n'est-ce pas? Dans le monde des entreprises, c'est perdu. Culturellement, c'est perdu. On ne respecte pas les personnes qui créent les champs dans les entreprises. Ça veut dire, ça c'est le problème avec les successions, mais pas seulement avec les successions. On a oublié d'avoir un respect pour les créateurs sources. Il faut réparer ça, en fait. Pour nous qui travaillent avec les principes sources, c'est de la nature, on fait ça automatiquement. On respecte chaque créateur qui a son champ et on le laisse comme auteur de son champ. Il est l'autorité de son champ. Il a la responsabilité et l'autorité 100% pour sa création. Il n'y a pas une autre personne qui peut dire quelque chose, qui peut prendre une bonne décision là-dessus parce que c'est lui, cette personne qui l'a créé de l'origine. Il le ressent, son champ, dans toutes ses cellules. On entend parfois dire qu'une entreprise ou un projet a une âme, surtout lorsqu'il était fortement marqué par son fondateur ou sa fondatrice. Alors, est-ce que cette image te parle? Et selon les principes sources, que désigne-t-on vraiment quand on parle de ce qui fait vivre un projet? Tu parles presque de la spiritualité. Dans l'épisode d'origine, j'ai parlé de l'incarnation de la réalisation, c'est dans une personne, mais c'est lié à un travail intérieur, à un canal supérieur, disons, qu'on appelle parfois Dieu ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, on peut demander où c'est l'âme, mais en fait, j'aimerais voir que pour nous, humains, c'est dans notre incarnation, d'une façon. J'aimerais dire que l'entreprise n'a pas une âme. C'est notre personnalité qui a une âme. Et en fait, on ne passe pas avec une succession une âme, parce que c'est singulaire. Mais il y a des valeurs et les visions qui sont singulaires aussi, mais on peut les passer. Ça veut dire qu'on peut passer le projet avec les valeurs et la vision. On peut faire ce passage, mais je ne peux pas te passer mon âme. C'est clair, n'est-ce pas? Et je dois répéter que si on voit et on parle d'une âme de l'entreprise, c'est un peu dangereux parce qu'on projette son pouvoir, son autorité, sa responsabilité peut-être dans un fantôme à ce moment et on se perd avec ça. Ça veut dire, j'aime pas cette idée d'une âme d'une entreprise parce que ça mène pour moi, j'ai vu beaucoup de situations où on se perd avec ça. Si on reste juste sur cette question de l'âme, du projet, de la personne source, c'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que pour moi, elle fait un lien direct avec la culture et ce que j'observe dans certaines entreprises, c'est comment éviter de confondre fidélité à la personne source et attachement au passé. Avec les principes sources, on ne parle pas de fidélité, même pas d'attachement en fait. Et le vocabulaire, c'est très important. On n'a pas parlé de la relation avec les autres sources dans l'entreprise. Mais en fait, avec chaque collaborateur, dont nous parlons, c'est chaque personne qui est créateur et source avec un champ. La fidélité avec chaque personne est à sa vision. C'est pas avec une fidélité à la personne globale, source globale,
ou une fidélité à la vision de la source globale. Si je suis une source, ce que j'appelle source, sous-source ou source spécifique, je suis attiré dans le champ de quelqu'un d'autre parce que je ressens que je peux me réaliser avec ma vision dans le champ de quelqu'un d'autre. C'est là ma fidélité. Et par hasard ou pas par hasard, quand je me réalise avec ma vision dans le champ de quelqu'un d'autre, avec mon champ, je vais servir l'autre personne aussi. Mais en fait, ça, c'est pas mon but primaire. Et la reconnaissance de ce principe, c'est très important pour une source globale. Parce qu'on sert le champ d'une autre façon avec ça. Comme management, c'est pas que je veux avoir pouvoir sur les autres personnes. Mon management, c'est que je veux que toutes les personnes dans mon champ se réalisent avec leur vision, en savant qu'ils vont me servir avec ça. Mais ce n'est pas le but primaire. Le but, c'est être tellement heureux de travailler avec les gens qui sont en train de faire ce qu'ils aiment. Parce que l'ambiance est fantastique. Quand tout le monde fait ce qu'ils aiment autour de moi, c'est magnifique. Wow, ce que tu décris est très fort. Une entreprise où chacun peut réaliser sa propre vision dans un champ commun et où cela sert naturellement le projet d'ensemble. C'est le rêve. Pour beaucoup d'organisations, je pense que cela peut sembler presque idéal, voire difficile à croire. Alors, qu'est-ce qui rend cela possible concrètement? Alors, ça c'est pour moi le Love in Business. Ça, c'est le but. Il faut savoir, avec les principes sources, on commence avec la notion d'abondance et c'est pas quelque chose de irréel ou quelque chose comme ça. La différence, c'est qu'on ne vient pas avec une supposition en avance de manque. Maintenant, si on regarde comment on est éduqué, in English, economics is about the distribution of scarce resources. C'est la première leçon en economics. Alors, on a la manque dès le début. Et puis, on fait une entreprise et il manque un CEO. Il manque un directeur de marketing. On cherche des personnes pour remplir des manques, en fait. Avec les principes sources, on approche totalement différemment. On commence avec la passion, la vision. On attire des personnes comme chaque startup starts up that way. Pas avec un CEO ou un director of marketing. Mais il y a une énergie qui est en train de réaliser déjà, dès le début. Et avec les principes sources, s'il y a des personnes dans le champ qui sont attirées, ce que je propose et ce que je fais, c'est je demande pourquoi tu es là. Qu'est-ce que tu veux réaliser de mon champ? Et puis, on a des rôles peut-être que j'avais jamais pensé. Les personnes qui viennent avec les choses qui n'étaient pas dans ma concept. Et puis, il n'y a aucun manque. I don't need an accountant. J'ai pas besoin des choses qui ne sont pas là. Et s'il y a quelque chose qui est nécessaire, probablement quelqu'un va dire je peux faire ça. Tu vois, il y a une toute autre façon d'approcher l'entreprise dès le début et ça doit continuer. Maintenant, si on revient sur le thème de la transmission, comment une personne source reconnaît à qui elle peut transmettre ou à qui elle veut transmettre? Comment elle sait ça? Elle ne le sait pas vraiment. Elle doit sentir. Ça veut dire, tu as parlé de transmission. Ici en Suisse, il y a beaucoup de family businesses, entreprises familiales. Et presque automatiquement, on veut donner au fils aîné ou quelque chose comme ça parce que c'était toujours fait dans le passé. Mais en fait,
Il faut vraiment sentir. L'ancien doit d'abord sentir. Et peut-être c'est pas le fils aîné, c'est la fille la plus jeune ou quelque chose comme ça. Et normalement, si les personnes suivent leur intuition, ils peuvent sentir. Et très souvent, naturellement, c'est au dehors de la famille aussi. Ça veut dire qu'il faut suivre ses intuitions. Il ne faut pas suivre le mécanique du mental pour ça. Parce que c'est certainement une décision mauvaise. Alors ça, c'est la première chose. Et puis, suivre ça pour voir si c'est vraiment le cas ou peut-être on va faire des fautes, certainement, et regarder quelqu'un d'autre. Chaque histoire de succession, c'est différente. C'est toujours une autre histoire. Maintenant, si on se met dans la peau de la personne qui reçoit la transmission de la personne source, est-ce qu'il y a, je dirais, des signes qui montrent que je suis prête à recevoir? Alors, de nouveau, il faut le ressentir. Et même, je n'ai pas dit encore, même la personne qui reçoit, en certains cas, peut le ressentir avant l'ancien et peut même faire une offre. Il y a des cas où l'ancien va être fait une offre du plus jeune parce que le plus jeune le ressent en soi-même. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'ancien qui doit faire l'offre au plus jeune. Et il faut voir, c'est la relation entre les deux qui compte. Et que se passe-t-il lorsqu'une entreprise est transmise formellement par les titres, les parts ou les fonctions, mais que la transmission de la source n'a pas réellement eu lieu? La source d'origine, l'ancien reste la source. Et maintenant, il ou elle est dehors de l'entreprise formelle. Et ça, c'est toujours un problème. On a trop de situations comme ça. Beaucoup trop de situations. Parce qu'ils ont perdu cette reconnaissance de source dans l'entreprise. Et je dois dire aussi, je n'ai pas encore mentionné, ça c'est important aussi, les sources spécifiques dans l'entreprise, quand ils quittent, elles sont remplacées sans passage du bâton. Et il y a toujours une confusion après. Et les entreprises perdent, je dois dire, des millions d'euros de francs suisses à cause de ça. Parce qu'il y a des connaissances qui vont directement être perdues parce qu'on ne reconnaît pas et il n'y a pas des successions à l'intérieur de l'entreprise. Si on est à l'extérieur formel, comme Steve Jobs par exemple, on continue à recevoir les infos et on n'est pas laissé en paix. Il y a des anciens successeurs qui veulent se retirer, mais ils n'ont pas fait une bonne succession, ils sont on the golf course. Ils reçoivent encore des messages. Ils savent exactement ce que doit se passer dans l'entreprise. Et ce que j'ai trouvé, très souvent, l'entreprise vit encore sans une source qui est active. L'entreprise va commencer à mourir parce qu'il n'y a pas plus de vision. Mais ce qui se passe très souvent, c'est qu'il y a des anciens qui étaient employés dans l'entreprise qui restent en contact avec l'ancienne source. Et très souvent, on trouve quelqu'un là-dedans qui est comme un canal d'information de la source ancienne à l'entreprise par ses employés. Donc, si je comprends bien, lorsqu'une personne source se retire formellement sans avoir transmis la source, l'entreprise peut continuer à fonctionner en apparence, mais quelque chose de vital peut être fragilisé. Est-ce juste dire cela? Absolument. On voit
les confusions, les conflits qui se mettent là-dedans. Le problème, Christine, c'est que ces problèmes sont vus comme normal. On ne voit pas ça comme quelque chose de spécial. On dit oui, oui, ça c'est le normal, le quotidien normal. Alors Peter, lorsqu'une transmission source n'a pas eu lieu et que l'entreprise commence à se fragiliser, est-ce qu'il est encore possible de réparer ce passage après coup? Et est-ce qu'on peut retrouver de la vitalité si la transmission est clarifiée plus tard? Oui, parce que nous sommes en train, avec les praticiens, d'assister les situations comme ça. Ça veut dire la première chose, après la diagnose que la succession n'était pas faite, c'est de parler à l'ancien, le responsable avec le projet. Parce que normalement, quelqu'un vient vers nous pour assister la situation. Et si on trouve cette situation, on dit à cette personne, va immédiatement parler avec l'ancien. Et l'ancien, normalement, il est tellement soulagé qu'il peut communiquer de ce qui se passe avec lui, parce qu'il le reçoit encore, etc. Et on essaie de le faire d'une façon à revenir et regarder la situation, parce que c'est lui qui doit encore prendre les décisions. On ne peut pas, il n'y a pas un tiers qui peut décider pour une source. On peut assister la personne source, mais il n'y a pas un conseil. Je ne peux pas lui dire ce qu'il doit faire, parce qu'il doit trouver la clarté de l'intérieur lui-même. Mais je ne prétends jamais de pouvoir avoir une solution pour une personne source. C'est impossible. La personne source doit trouver sa solution. Ce que tu mentionnes résonne énormément avec ma démarche dirigée par la culture, car je travaille beaucoup sur les repères implicites. Et ce sont ces repères souvent invisibles qui orientent les décisions, les comportements et la manière d'agir ensemble. Alors si je fais un lien maintenant avec la transmission, est-ce qu'une transmission réussie suppose aussi de rendre visibles et transmissibles les repères fondateurs de l'entreprise? Absolument. Ah, totalement, Christine. En fait, je parle parfois que les principes sources montrent la structure invisible de l'entreprise. On a la formalité de l'extérieur et les rôles des directeurs, de la direction et tous les rôles, etc., qui sont formels, et la relation entre les personnes. Les principes sources, on peut faire un map aussi des relations qui sont plutôt invisibles, normalement. C'est exactement dont tu parles. Avec les rôles aussi qui sont plutôt informels. Mais comment on peut rendre explicite ce qui est souvent porté naturellement par la personne source, sans justement forcément avoir été nommé ou formalisé? Alors, avec cette forme de carte, on peut déligner ou nommer les rôles, en fait. Par exemple, the Director of Marketing. J'ai eu une carte comme ça. Elle était dans le PR, comme toi, une fois, je pense, pour une entreprise en Belgique. Elle est venue à une journée source et j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Et en fait, elle était vraiment une ange. Les personnes sont venues vers elle, pas pour le marketing, mais pour raconter leur histoire, pour leurs problèmes et tout ça. Elle était l'ange dans l'entreprise. Et elle a dit, mais je ne peux pas m'appeler ça. Je dis, c'est pas nécessaire que tu le fais formellement, mais tu te l'appelles informellement. Tu t'appelles l'ange. Elle était en train de partir de l'entreprise quand elle est venue. Elle est restée encore 2 ans avec ça. Donc, pour rendre visible cette structure informelle, tu vas regarder non seulement le rôle officiel d'une personne, mais aussi
le rôle réel qu'elle joue dans le champ de l'entreprise? Oui, parce que si tu regardes dans les entreprises, tous les rôles qui sont donnés et tu demandes les personnes, tu vas rarement trouver que la personne fait le rôle pour lequel elle était employée. Elle est là, elle fait des autres choses dans la journée, mais pas la chose dont elle était vraiment employée. Pas forcément, pas 100% certainement. Mais ce que tu dis montre qu'il peut y avoir un écart vraiment important entre le rôle écrit sur l'organigramme et le rôle vivant qu'une personne occupe réellement. Est-ce que reconnaître ces rôles vivants permet à l'entreprise de mieux fonctionner? Oui, on pourrait dire, si les personnes dans la direction osent ça. Parce qu'en fait, le problème, il y a dans notre culture des entreprises beaucoup de peur de pouvoir. Ça veut dire on supprime leur pouvoir et même si on parle, c'est merveilleux qu'ils font ce qu'ils aiment, est-ce que ça me met en danger avec mon pouvoir? Là, malheureusement, on voit beaucoup de ces jeux, de ces dynamiques encore, comme une forme de normalité, mais c'est ça que avec les entreprises plus avancées, on est en train de changer, c'est clair. Alors pour terminer, Peter, j'aimerais revenir à la personne source qui s'apprête à transmettre. Quelle est, selon toi, la question essentielle que cette personne devrait se poser avant de transmettre son entreprise ou son projet? Et qu'est-ce que cette personne doit accepter de laisser partir pour que le projet puisse continuer à vivre avec quelqu'un d'autre? Alors, merci pour cette question. Je vois les deux questions sont une, en fait. Alors, ce que le transmetteur doit se questionner, c'est quelle est sa vision pour après, en fait. Est-ce que la vision après, c'est quelque chose qui passionne encore plus que continuer avec la vision maintenant au moment dans l'entreprise? Ça veut dire la vision d'après, c'est important et naturellement, je peux parler pour moi parce que je vais faire ma succession dans une année. Mais qu'est-ce qu'on va perdre? On va perdre ce que j'ai parlé, la continuité, l'activité et la vision en fait. Le canal de vision qu'on a eu pour cette entreprise va être donné à quelqu'un d'autre. Ça va changer la vie. Il faut accepter. Avec une transmission, on change sa vie. C'est quelque chose aussi de dynamique qui est correct quand le moment est venu. Merci Peter. Maintenant, si tu avais un message à adresser aux personnes sources qui s'apprêtent à transmettre leur entreprise, leur projet ou leur initiative, que voudrais-tu leur dire? Alors, le faire avec joie et amour, parce que ça va être bien pour la vie après. Merci beaucoup Peter. Merci à toi.